Bonjour à tous, bienvenue dans Caps Lock, le premier podcast destiné au métier du livre. Ici, on vous propose une manière différente de vous informer sur les professionnels qui font le livre aujourd'hui. Je suis Elisa Boulard et une fois par mois, je vous donne rendez-vous dans Caps Lock pour venir les écouter parler de leur métier. C'est parti. Si je vous dis colocation détonnante, le ventre ou le ranch des McCoy, ça vous dit quelque chose ? Et si je vous dis que ce sont des best-sellers, vous me croyez ? Pourtant, vous ne les trouvez pas dans le classement d'Edistat, et pour cause. Ces titres sont publiés par des éditrices de romances et uniquement en numérique. Des maisons d'édition discrètes qui font pourtant grand bruit dans leur communauté. En quelques années, elles se sont bâties une réputation dont rêveraient de nombreux éditeurs. Leur point commun est une passion pour la lecture et une volonté de faire mieux pour les lecteurs et pour les auteurs aussi. Très vite, en travaillant sur Caps Lock, il m'est apparu comme une évidence que le premier épisode devait être consacré à ces éditrices de romances dont on entend peu parler et que l'édition traditionnelle ne connaît pas, hormis lorsqu'elles viennent marcher sur ces plates-bandes. 2 d'entre elles sont avec nous aujourd'hui et on va les écouter nous raconter leur histoire et peut-être nous dévoiler leurs secrets. J'ai le plaisir d'accueillir 2 chefs d'entreprise aujourd'hui, 2 FES, Eva Saracino, fondatrice des éditions Erato, et Valérie Bristow, cofondatrice de Juno Publishing. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui. Eva Saracino, vous avez fondé les éditions Erato en 2013. Ouais. Et en 5 ans, vous avez publié environ 350 titres, dont 150 titres qui sont actifs aujourd'hui. Tout à fait. Vous travaillez dans le secteur, vous avez déjà travaillé dans le secteur du livre. Avant de fonder les éditions Erato, vous avez été notamment assistante de direction à domicile pendant 8 ans dans l'édition et dans d'autres secteurs. Et vous avez toujours été une grande lectrice de romances. Toujours. Vous aviez un blog et une page Facebook sur lesquelles vous publiez vos critiques. Et petit à petit, vous avez réuni des auteurs et commencé votre propre maison d'édition. Qu'est-ce qu'il vous reste du temps où vous bloguiez maintenant que vous êtes éditrice ? Un avis critique. Lorsque j'étais blogueuse, j'avais un avis très très objectif. Je lisais toutes les romances. Et les lectrices que j'avais sur mon blog étaient des lectrices acheteuses. Si je disais « ce livre est bien », elles l'achetaient. Si je disais « ce livre est moins bien », elles hésitaient. Je dirais pas que je faisais la pluie et le beau temps, c'est pas vrai. Donc j'ai eu un aspect assez critique et des ouvertures d'esprit que je n'avais peut-être pas avant, qui m'ont permis à la réception d'un manuscrit, quand j'ai ouvert ma maison d'édition, arriver à faire la part des choses entre un manuscrit qui allait marcher et un manuscrit qui serait moins sérieux, moins productif. Parce que vous aviez cette expérience, voilà. De critique. Mais par contre, je lisais toutes sortes de romances, de la petite romance légère à la romance BDSM ou au gros titre dont tout le monde parle. Mm-hmm. Avec un avis assez critique et assez, je pense, objectif sur la littérature. D'accord, merci. Notre deuxième invitée aujourd'hui, c'est Valérie Bristow. Bonjour Valérie. Rebonjour. Vous avez fondé Juno Publishing il y a 3 ans. Exact. Avec votre associé Jade Bézé. Tout à fait. Et vous avez un rythme de publication assez soutenu, avec plusieurs dizaines de nouveautés par mois. Je précise que nous sommes à quelques jours de Livre Paris, comme on l'appelle maintenant, et que le début d'année a été très chargé pour vous deux en préparation du Salon du Livre. Donc Valérie, vous avez un parcours assez atypique puisque vous avez travaillé dans le secteur aérien pendant 18 ans. Et puis après cette carrière, vous avez eu envie de vous poser un peu ? Oui, c'est exact. Enfin, poser, c'est bien un grand mot. Disons que j'avais envie de changer. Je saturais un peu et que la lecture ayant toujours été une passion. Et c'est surtout la rencontre avec Jade, finalement, qui a déclenché les choses. Parce que avant d'être Juno Publishing, on était Juno Traduction. Par passion, en fait, c'était, ça remonte à même plus que ça, plus 4 ans. Ouais. Il se trouve que le marché de la romance MM, donc l'homo-romance, a commencé à devenir très intéressante et les lectrices étaient très demandeuses. Jade et moi, on en lit depuis des années, en anglais, en l'occurrence, moi aussi en italien. Et il y avait ces 2 demandes et puis on s'est dit, pourquoi ne pas satisfaire ? Pourquoi ne pas faire connaître et montrer que la romance, l'homo-romance surtout, c'est une romance comme une autre, simplement au lieu que ça soit une femme et un homme, ce sont 2 hommes. Mais le genre est identique. Alors, on s'est plongé là-dedans et puis d'un seul coup, on a contacté les auteurs et puis voilà, de fil en aiguille, on en a traduit quand même quelques-unes qui nous ont fait confiance alors que franchement, on débarquait complètement. Et puis quand on a vu que
le succès était au rendez-vous, qu'il y avait de plus en plus de demandes, et puis que finalement, pourquoi ne pas monter notre propre maison d'édition pour continuer notre passion? Et c'est comme ça qu'est parti Juno Publishing. Parce qu'au début, en fait, ce que vous m'aviez dit, c'est que vous travailliez en freelance pour des maisons d'édition anglaises, et petit à petit, alors, en l'occurrence, pourquoi pas le faire nous-mêmes. Voilà, en l'occurrence, Jade est aussi coordinatrice France pour la première maison d'édition américaine, Dream Spinner. En fait, DSP, l'abréviation, qui est la plus connue. Et c'est elle, en fait, qui a introduit l'homo-romance sur le secteur européen. Parce qu'elle publie en France, mais aussi en Italie, en Allemagne et en Espagne. D'accord. Et c'est elle qui a vraiment ouvert. Et Jade travaillait d'ailleurs pour DSP, y compris moi, puisque j'ai fini par m'y retrouver. Mais comme ça, et puis voilà, de fil en aiguille. D'accord. Et est-ce que vous diriez que le succès a été fulgurant pour Juno? Le succès a déjà été très bon pour Juno Traduction. Et pour Juno, alors fulgurant, c'est peut-être, je trouve que ça fait un peu, tu es d'accord avec moi, un peu prétentieux. Disons que malgré les imperfections, parce qu'il faut pas rêver, nos premières publications, elles étaient imparfaites. Franchement, quand je les relis maintenant, ça m'est arrivé dernièrement, je me fais peur. J'ai dit, mince, comment on a pu laisser passer ça? Nous étions dans le tâtonnement. Oui, elles se sont, je ne vais pas dire le contraire. Les lectrices ont été absolument adorables. Elles ont laissé passer des choses que, pouf, n'en parlons même pas. Mais le succès était là. Fulgurant, peut-être pas, mais le succès est venu. Et c'était aussi pour ça que on a continué. Ouais. D'accord. Et vous aviez un blog aussi? Alors, j'avais pas un blog. Je participais à un blog pendant très longtemps. Pour moi, est-ce que j'ai le droit de le dire ça? Un des meilleurs blogs qui existent. Alors maintenant, il s'appelle Romance Blue Moon, mais c'était Blue Moon. D'accord. Ouais. Mais j'ai fait, pendant pas mal de temps, oui. D'accord. C'était ma passion, la lecture. Comme je ne pouvais pas encore travailler dans l'édition, il a fallu que je trouve, pendant que j'étais dans les rien, un exécutoire, et j'ai trouvé ça comme ça. D'accord. Et ça vous arrive encore aujourd'hui de faire des critiques? Non, je n'ai plus le temps. Non. Je l'ai fait personnellement sur ce que je lis, par exemple sur Goodreads et sur, puis Amazon, mais sinon, non, j'ai plus le temps. Et puis c'est délicat. Ça dépend si tu restes objective. C'est délicat parce que... Tu peux même critiquer les miens. Oui, je suis d'accord, mais c'est délicat parce que si tu vas... dire d'un roman qu'il n'est pas bien, que c'est une maison d'édition concurrente, on va dire que tu as de la jalousie. Ouais. Alors, je suis d'accord, mais à ce moment-là, tu prends un pseudo. Ça se sait toujours. Ah, le mien a été très difficile, c'est parce que quelqu'un a fini par le dévoiler, parce que pendant très longtemps, il y a toujours une personne qui le sait et qui, au cours d'une conversation... C'est vrai, je suis d'accord. Mais je pense c'est quand même un mais je pense que c'est surtout le temps. De toute façon, c'est le temps. Question de temps. À la limite, c'est le temps. Parce que quand tu as une maison d'édition, surtout aussi petite que la nôtre, on n'a pas 10 000 personnes. Oui. Donc, le temps est très, 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 très cher. Je comprends. Voilà. Eva, vous m'avez dit que l'idée d'Erato était partie notamment d'un constat, celui que les auteurs de romances que vous connaissiez se sentaient mal représentés chez les éditeurs traditionnels. Donc, j'ai l'impression que le respect des auteurs, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, à l'une comme à l'autre. Qu'est-ce qu'Erato fait différemment des éditeurs traditionnels? Alors, des éditeurs traditionnels, en général, les grosses maisons d'édition, je ne parlerai pas des petites parce que je ne connais pas très très bien. Elles ne sont pas des numéros. Elles savent qu'elles peuvent m'appeler le jour, la nuit. D'ailleurs, je reçois des messages de certains de mes auteurs en pleine nuit parce qu'elles savent que je serai là pour répondre. C'est plus familial. Ça va être quand elles sont demandeuses, parce qu'un auteur, c'est très fragile. C'est toujours plein de questions. C'est toujours plein de doutes. Elles savent qu'elles ont une interlocutrice qui va pouvoir les apaiser, les rassurer. On va pas dire que ça va être immédiat, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais elles savent qu'on est là, dans tous les cas. D'une manière ou d'une autre, elles arrivent toujours à nous avoir, sauf en ce moment, parce qu'en ce moment on est un peu occupés, mais sinon, elles savent qu'on est là pour les rassurer, on est là pour les écouter, et elles ne sont pas parquées dans une suite de messages à attendre qu'il y ait une réaction quelconque. Donc cette notion de communauté, de proximité, de famille dont je parlais en intro, ça s'applique même à vos auteurs. Enfin, j'ai une amie qui m'a fait remarquer que quand je parlais de mes auteurs, je parlais de mes filles. C'est mes filles et moi. C'est vraiment familial. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est cette relation que j'ai avec mes auteurs. Pour moi, c'est vraiment très, très précieux. Ouais. D'accord. Et Valérie ? C'est pareil. Et en fait, on les considère, ils font partie, c'est bien pour ça qu'on dit en général la team Juno. Quand on parle de la team Juno, nous englobons aussi bien les auteurs que les traducteurs, que les correcteurs, que la team technique, entre guillemets, c'est-à-dire que ça soit Jade, Maïwen ou moi,
même toute autre personne qui travaille avec nous, que ça soit permanent ou pas, c'est une question de... ce sont des amis quelque part. On les suit, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je veux dire, que ce soit une auteure qui va vendre 100 épreuves numériques ou comme d'autres qui nous en vendent 2000, pour nous, c'est la même chose. En plus, c'est du relationnel parce que on va continuer à aller liker leur page. Elles ont un souci, même si elles sont pas publiées depuis 6 mois chez nous, elles savent qu'elles vont toujours, la porte est ouverte. Et on leur répond personnellement. On ne passe pas par un intermédiaire. C'est toujours ou Jade, ou Maïwenn, ou moi-même qui répondons directement. Donc ça, je pense que c'est très important. Je précise, donc Maïwenn, c'est votre assistante. Alors oui, Maïwenn, elle s'occupe beaucoup du relationnel avec les auteurs. Elle fait aussi beaucoup de prospection. Elle nous fait pas mal de choses parce qu'elle est douée pour 10 000 choses et que nous, on n'a pas forcément le temps. Et elle nous a rejoint il y a environ 1 an. D'accord. Voilà. Chez Juno, vous publiez beaucoup de traductions, principalement des traductions, et donc vous m'aviez dit que vous aviez commencé à intégrer des auteurs francophones un peu plus d'1 an après, 1 an et demi après vous êtes lancé. Donc aujourd'hui, quelle proportion d'auteurs français et anglais vous avez dans votre catalogue? Alors à l'heure actuelle, on a 161 auteurs au catalogue et j'ai 10 francophones. D'accord. D'accord, voilà. Donc c'est vraiment une grosse majorité d'auteurs plutôt anglophones. Anglophones, mais c'est aussi parce que notre particularité, c'est que on fonctionne beaucoup au coup de cœur. On a des choix assez parfois très particuliers. Je me souviens par exemple de William Maltese, qui était l'histoire d'amour entre Rimbaud et Voltaire, je crois, qui était très particulière. Jamais quelqu'un n'aurait dit mais pourquoi vous avez publié ça? Et donc finalement, on trouve pas chez les Françaises. Enfin, je dis française, c'est impropre, c'est francophone. Parce que on a quand même 2 auteurs belges, on a une Canadienne, on a quand même... Mais on n'arrive pas à trouver ce qu'on aime. Si c'est pour avoir une auteure qui est déjà publiée ailleurs ou qui fait comme tout le monde, c'est-à-dire la trame... Bon, là, c'est une belle image, mais le milliardaire et la Vierge naïve, non, c'est pas notre créneau, c'est pas notre truc. On fait ça par passion. On publie tous les genres et c'est surtout qu'on cherche cette petite originalité qui se vendra peut-être pas forcément. Mais quand je vois Céline Chevet et son ventre, qui est de la science-fiction, MF, un truc mais complètement hallucinant pour lequel j'ai eu un coup de cœur, et ben c'est ça. Ça, c'est le genre de francophone. Et puis, il y a tellement de maisons sur ce secteur. Autant aller chercher des auteurs que les gens ne peuvent pas lire parce qu'ils ne lisent pas en anglais. C'était ça aussi, à la base, notre choix. De faire découvrir d'autres auteurs que ce qui se trouvait sur le marché. C'est un peu différent du parcours d'Eva. Justement, vous parliez du genre, donc c'est le moment de nous dire un petit peu plus précisément qu'est-ce que vous publiez. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire toutes les deux quel est le positionnement exact, s'il y a un positionnement exact de vos maisons d'édition dans le spectre de la romance? Étant donné qu'on ne publie pas la même chose, on ne peut pas parler de positionnement. Moi, je fais aussi bien de la bleuette. C'est-à-dire, de la bleuette, de la guimauve. Mais c'est très agréable, la guimauve. Moi, c'est ce que je lis quand j'ai besoin de faire une pause. De la bleuette? De la bleuette, c'est-à-dire de la... Moi, je dis de la fantaisie quand j'ai besoin de faire une pause. Non, c'est... pour donner une image, c'est les harlequins Clés et notre grand-mère. D'accord. Je suis surprise parce que je ne pensais pas du tout que tu publiais ça. Ah oui. Et je vais jusqu'au BDSM. D'accord. Ah oui, donc le spectre assez large. Voilà. D'accord. J'ai juste un credo, c'est qu'il n'y aura jamais de vulgarité. Après, je peux aller sur tous les genres que je peux analyser. C'est-à-dire que quand je lis une histoire, il faut qu'elle m'apporte quelque chose. Tu vas me dire, je suis peut-être trop fleur bleue. Si le baiser m'emballe, le livre va m'emballer. Si le baiser ne me fait rien... D'accord. Je confirme, je te trouve très fleur bleue, mais c'est super, je trouve. Et dans les 10 premières pages, je vais te dire si je vais sur le livre, même si le roman est mal écrit, même si le roman est gavé de fautes, si l'histoire... Oui, parce qu'après, ça se travaille. Voilà. Si l'histoire m'a emballé, si le premier baiser m'a fait vibrer, je vais étudier le... D'accord. Voilà. D'accord. Et toi, Valérie? Nous, c'est très différent. Alors, je pense que nous sommes peut-être les 2e sur le marché du dans le sens où on en publie beaucoup, d'accord, et très diversifié. Les premiers sur le ménage, ça c'est clair, puisque nous en publions régulièrement. Ah oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le ménage? Ah, le ménage. Alors, le ménage, ça englobe tout ce qui est avec plus de 2 personnes, en fait. D'accord. Parce que tu peux appliquer ménage alors que tu as 4. Nous en avons eu un comme ça, mais c'est très particulier parce qu'il fait partie d'une série où effectivement c'était une femme avec
il y avait une scène où il y avait 5 hommes. D'accord. Mais sinon, on va dire que les ménages que l'on publie, ce sont des ménages entre guillemets classiques. Pour nous, c'est classique parce que c'est dans notre habitude de lire depuis des années ce genre. C'est soit 2 hommes plus une femme, soit 3 hommes. On ne fait pas du tout que des femmes de toute façon. D'accord. Donc le ménage, c'est quand il y a plus de 2 personnes en fait. D'accord. Là, on est les premières. On doit être les seuls parce qu'on en publie régulièrement. On essaye au moins d'en publier 1 voire 2 par mois. D'accord. Quant au MF, on vient d'arriver sur le marché. On a commencé par le MF du romantic suspense, une auteure qui s'est très bien vendue, qui est Christy Snow, mais on n'avait pas vraiment développé cette partie-là. On s'y est introduite petit à petit, donc on commence à faire notre petite entrée notre petite entrée dessus qui fonctionne bien. Ouais. Mais c'est beaucoup plus concurrentiel, non, j'imagine. MF, alors c'est plus concurrentiel, mais il faut dire aussi que nous publions des auteurs qui n'existent pas déjà sur le marché français et qui sont qui aborde une romance qu'on ne connaît pas encore. Alors évidemment, ça passe ou ça casse, c'est clair. Mais c'est un choix personnel qu'on a fait. Nous, on a aimé ces auteurs quand on les a lus, donc on tente. D'accord. Voilà. Donc, merci à toutes les deux pour cette petite entrée en matière qui nous familiarise un peu plus avec Erato Édition et Juno Publishing. On va continuer en prenant un angle plus commercial. On va parler du business de vos maisons d'édition, le nerf de la guerre. Donc avec quelques chiffres en tête, je pense qu'on se rend beaucoup mieux compte de quel succès on parle lorsqu'on évoque le vôtre, chacune dans vos créneaux particuliers. Donc Valérie, est-ce que vous pouvez nous dire quel volume de livres numériques vous vendez chaque mois ? Alors, c'est compliqué de dire chaque mois, mais disons qu'en moyenne, on vend, je dirais, entre, 4 et 5 000. D'accord. En moyenne. On a beaucoup plus aussi. Et parce que vous voulez savoir plus ou moins le chiffre pour l'année 2017 ? Oui, vous pouvez nous le dire, oui. Largement plus de 100 000. Alors, tout confondu, je parle du papier et du numérique. Je ne vais pas dire le chiffre exact, parce que ça peut largement au-dessus des 100 000. D'accord. Ce qui est énorme pour une petite maison comme Oui, effectivement, oui, c'est énorme. Et quelle était la meilleure vente de l'histoire de Juno ? Et vous en avez vendu combien La meilleure vente à l'heure actuelle, depuis le tout début de Juno, c'est un trio. D'accord. C'est un trio. Un ménage. Un ménage MMM de Sylvia Violette, qui a largement dépassé les 5 000. D'accord. Ce qui est énorme. Et c'était quand ? C'est la première sortie que nous avons eue, le 23 septembre 2015, et il se vend toujours. C'est précis. C'est précis. Il y a certains titres qui sont effarants. Et c'est un titre qui reste dans le top. Et sinon, en 2017, c'est également un MM, qui est de notre autre auteur phare, qui est Christia Tomlinson, et qui s'est vendu, et pourtant qui est sorti, je crois il est sorti fin décembre, pourtant. Et il s'est vendu à plus de 1875 à l'heure actuelle numérique. Grosso modo, un truc comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, pour revenir sur la question des traductions, donc vous publiez beaucoup de traductions, comme on l'a dit. Vous avez une vingtaine de traductrices qui travaillent pour vous. Oui, tout à fait. Voilà. Principalement, donc, de l'anglais vers le français. Oui. Et en ce qui concerne ces auteurs anglophones, expliquez-nous comment vous fonctionnez. Est-ce que vous fréquentez les foires du livre pour trouver de nouveaux auteurs ou comment ça marche ? Au tout début de Juno, on a simplement contacté les auteurs qu'on aimait bien, que nous on avait lus, qu'on connaissait. On leur a demandé, c'était beaucoup à l'époque d'auteurs auto-édités, qui s'auto-éditaient. Oui, le système est très différent aux États-Unis, il y en a énormément. Et donc ça s'est fait comme ça les premières. Et puis c'est surtout après, c'est le bouche à oreille. Je veux dire, maintenant, nous avons même pas besoin de prospecter quasiment. D'accord. Parce que, sauf si, par exemple, on parle du secteur MF, d'accord ? Mais le secteur MM, je veux dire, on n'a plus besoin, nous, à notre niveau. À notre niveau, ce sont les auteurs qui ont parlé entre elles, qui sont satisfaites parce qu'elles, par exemple, elles sont publiées par nous depuis 3 ans. Elles parlent de nous à leurs collègues. C'est le milieu du LGBT américain est très particulier. Ils sont très soudés, tout se sait, ils savent ce qui fonctionne pas, l'auteur qui est mal payé, tout ça ils savent. Donc ils ont fait leur propre publicité. Et les mails que nous recevons à l'heure actuelle de ces auteurs-là, spécifiquement Homo-Romance, c'est on nous a parlé de vous, est-ce que vous accepteriez ? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils nous proposent, soit ce sont des livres qu'on a déjà lus nous-mêmes, donc on dit oui ou non, soit ils nous envoient leur manuscrit et on le lit pour se faire un avis. Parce qu'on ne publiera jamais quelque chose qu'on n'a pas aimé. D'où le fait, par exemple, qu'on ne fasse pas de FF. Parce que c'est pas notre truc et parce que non, on va pas voilà. Alors je vous dis pas que tous les livres que l'on publie ce sont des choix tout personnels, mais nous sommes 3 à lire.
déjà. Ouais. Ça permet d'avoir un choix assez immense. D'accord. Voilà. Et les 10 auteurs francophones dont vous parliez plus tôt, comment est-ce que vous les trouvez? Alors, il y en a une, de toute façon, alors, je peux citer les noms. Aurore Douany, qui est belge. Aurore, c'est un coup de cœur pour moi en tant que lectrice il y a très longtemps. Il se trouve que par la suite, c'est devenu une amie. Et puis que bien souvent, une idée vient. Sa trilogie, dont le 2e sort en exclusivité, c'est un jour en discutant entre nous comme ça, mais vraiment un papotage tout à fait basique comme on peut en avoir tous les jours. Il y a eu l'idée et Aurore a une capacité absolument incroyable et elle a sorti ça. C'était un challenge parce que il faut savoir qu'Aurore écrivait que du MM et là c'était quand même un ménage. Mm-hmm. Mais il a été aussi bien accueilli et ainsi de suite. D'accord. Donc pour les francophones, là il y a Aurore. Les autres, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la petite Céline Chevet avec Le Ventre. Elle a envoyé son manuscrit, je l'ai lu, j'ai aimé. Ouais. La partie française, c'est la mienne, c'est plus la mienne. D'accord. C'est-à-dire que je lis où je connais, et puis j'ai Sandrine, une bêta-lectrice absolument géniale, qui est une lectrice à la base, et qui tout de suite arrive à voir. Donc elle reçoit la plupart des manuscrits que je lui envoie, si moi je n'ai pas le temps de les lire, et voilà. D'accord. Mais il faut qu'il y ait la petite touche d'originalité, pour ça qu'on fait très peu de francophones en plus. D'accord, ok. Je vais passer la parole à Eva maintenant pour nous parler du business d'Erato. Donc Eva, vous avez publié une centaine de nouveautés l'année dernière, en 2017. Je vais vous poser la même question qu'à Valérie. Oui. Combien d'exemplaires numériques vendez-vous par mois en moyenne ? En moyenne, on va dire entre 8 et 10 000. Et quelle était la meilleure vente d'Erato depuis le début? Quelle a été la meilleure vente d'Erato? Depuis le début, je vais dire que c'est le titre Colocation détonnante, qui, depuis qu'il est sorti, donc en 2016, marque toujours autant, qui fait des scores absolument faramineux tous les mois. C'est surprenant d'ailleurs parce que le livre, normalement, a été lu par beaucoup de lectrices et il cartonne toujours. C'est très surprenant. Et ça tient à quoi? Vous avez une explication? Aucune, d'accord. On a 2-3 titres comme ça. On a donc Fanny, on a Marivès qui marche aussi sur ses anciens titres comme sur ses nouveaux. Ce sont des valeurs sûres, donc forcément, on sait que sur la durée, pas forcément sur l'immédiat, mais sur la durée, on va avoir de très très bons résultats, on va avoir une régularité. C'est ce qu'il y a de bien avec nos auteurs, c'est qu'ils ont une régularité mensuelle, avec toujours un nouveau public qui se renouvelle. D'accord. Et justement, je rebondis sur ce que vous dites. C'est une question que je voudrais poser à toutes les deux. Donc, les nouveautés de vos catalogues sont-elles le moteur principal ou est-ce que vous avez également des titres de fond comme celui-ci? Est-ce que vous en avez beaucoup qui sont toujours très On en a quelques-uns qui sont actifs, qu'on entretient oui et non, puisqu'on a sorti des compiles, on a sorti des versions poche. Mais après, oui, les nouveautés sont importantes puisque, d'une part, ça permet de découvrir d'autres auteurs, de découvrir d'autres genres, d'autres histoires. Personnellement, moi, j'ai créé ma maison d'édition surtout pour mettre en avant des auteurs, de réaliser des rêves. Je pense que tout le monde a le droit à sa chance, même si on n'écrit pas forcément bien, du moment qu'on a une idée, qu'elle se tient, du moment que l'auteur arrive à réaliser son rêve d'être publié. Je pense que c'est ce qui, pour moi, me motive tous les mois pour sortir des nouveaux titres. D'accord. Oui, on a un fonds. Je pense qu'on a un fonds de. Oui, c'est ça. C'est un fonds de commerce en fait. On a un fonds de commerce, comme je disais tout à l'heure, notre titre le plus vendu à l'heure actuelle date de notre première sortie 2015, et il se vend toujours, donc on doit en avoir une bonne vingtaine qui, comme ça, continuent à bien se vendre tous les mois, oui. D'accord. Tout à fait. Mais les nouveautés, ça dépend lesquelles, c'est pareil. Ça dépend lesquelles. Il y en a qui sont très attendus, qui vont se vendre tout de suite très très bien. Mais après, ils vont faire, 1 mois, 2 mois, et après, ça va péricliter. Tout à fait. Alors qu'on va en avoir qui vont pas forcément cartonner dès le début. Mais exactement. Qui vont faire leur place, qui vont devenir une référence. Qui vont être sur la durée. Complètement. Oui, c'est exactement. Et ça, je pense que c'est quel que soit le genre, finalement. C'est ça. Nous, on peut constater, c'est quel que soit le genre. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et votre créneau particulier ne fait pas exception à cette. Non, du tout. Eva, vous m'avez dit qu'au début d'Erato, vous proposiez aux éditeurs de faire des coéditions numériques, de vous charger de l'édition numérique. Sur la maison d'édition avec laquelle je travaillais, oui. D'accord. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui pour Erato ou pas du tout? Pas du tout. Non. À l'heure actuelle,
je suis je suis la seule personne qui décide pour un titre. Quand je sors une romance, je sais que la seule personne à blâmer si jamais ça ne fonctionne pas, c'est moi. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres intermédiaires qu'on me dise que je me suis perdue à un moment. Je prends un roman, je le lis du début à la fin, je donne mon avis, positif ou négatif, mais je suis la seule personne qui décide. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, coéditer avec une autre maison d'édition serait perdre cette marque de fabrique, en fait, qui a fait à l'heure actuelle, je vende peut-être autant de titres tous les mois. D'accord. Et question encore une fois pour toutes les deux, et le papier dans tout ça? C'est infime. 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 Alors, pour notre part, c'est parce que, bon, déjà, on est distribué que sur Amazon. Enfin, on était que sur Amazon. Oui, vous travaillez avec Amazon Create Avec Space. Amazon Create Space. Ouais. La partie, ils ont ouvert un secteur que pour les maisons d'édition, d'ailleurs, édition et auto-édité, je pense, et qui fonctionne très, très bien. Nous avons commencé chez Hachette, mais on va dire incompatibilité entre nous, je pense. Mais on est très satisfaite, d'accord. Et puis aussi avec Bod, qui s'occupe de la distribution dans tout ce qui est la partie espace culturel, librairie, tout. D'accord. Voilà. Mais le livre, en dehors de quelques-uns, c'est vrai qu'on en a qui sont très demandés, effectivement, ce qui nous a assez surprise la première fois, mais c'est surtout sur les salons. Par contre, on voit qu'il y a une forte demande au niveau du papier quand nous sommes sur les salons. Oui, parce que vous organisez des signatures, etc. Il y a des signatures, et puis parce qu'on va à la rencontre des lectrices qui sont ravies. Alors, je ne dis pas que les ventes sont infimes, non, parce qu'on vend quand même correctement en papier. Mais on est largement derrière toutes les grandes maisons d'édition. Mais ça, c'est normal. On n'a pas du tout la même visibilité, de toute façon, même au niveau des libraires. Je dis, la première fois que le centre, par exemple, c'était une petite librairie, m'a contacté directement. Ah bon, vous nous connaissez, vous voyez, mais c'est grâce aux lectrices. Parce qu'il suffit qu'il y ait une lectrice qui demande. Donc, la libraire va s'y intéresser, et puis de fil en aiguille, ça fait le tour. Voilà. Donc, c'est grâce, en fait, il faut dire, c'est grâce aux lectrices qu'on se fait connaître. Au niveau des librairies, des espaces culturels. Parce que vous aurez beau même payer un linéaire dans un grand espace, si vous n'êtes pas connu par les lectrices et si vous avez aucune lectrice qui vient l'acheter, eh ben, ça ne servira à rien. Vous pouvez payer une gondole avec 50 Juno. Si personne ne vient en acheter un, je pense pas que le libraire ou que le responsable du rayon le refera. Par contre, la lectrice qui vient, qui fait connaître, pourquoi je trouve pas mon livre? Et c'est valable pour Eva, c'est valable pour toutes les petites maisons d'édition, en fait. Il y a aussi le principe que la romance se lie énormément en numérique. La romance, c'est assez tabou. Ça a commencé avec le phénomène 50 nuances, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Ça surtout, je dirais 50 nuances, ça surtout fait découvrir l'érotisme, parce que la romance, tu la lisais déjà, Harlequin. Il y avait des Harlequins, des Gélues. Harlequin, ça, je suis d'accord avec toi. T'avais Gélues déjà aussi. Tu lis du Régine Desforges, tu lis du Colette, ça date pas d'hier. Moi, je lisais du Harlequin. Les collections anciennes de Gélues. Moi, je lisais ouvertement les collections Promesses, les collections HSP, c'est ça. C'était de la romance historique, mais c'était de la romance. Mais ça a décomplexé un petit peu le numérique. À partir de 50 nuances degrés, les gens avaient honte de la couverture. Ils ne voulaient pas qu'on voie ce qu'elle lisait. Parce que les gens, les médias, on en fait des a priori. Tout à fait. Oui. C'était sale, alors que c'est pas forcément péjoratif. C'était péjoratif. C'est une forme de sous-lecture un petit peu. C'est ça, totalement. C'est ce qui fait que la romance est si mal représentée, parce que mais c'est vrai qu'en numérique, on vend énormément de livres parce que les couvertures sont toujours suggestives et les lectrices n'ont pas à se cacher. Après, elles vont venir acheter le papier, mais elles l'auront déjà lu en numérique. Tout à fait. C'est vrai que on essaye de se faire connaître en papier, de se faire connaître auprès des librairies, parce que c'est une grosse part. On sait qu'il y a pas mal de lectrices qui seraient intéressées par ce qu'on écrit. Dans les librairies, Harlequin, ça s'est toujours vendu. Donc, il y a une demande de certaines personnes, d'une certaine catégorie de personnes, qu'à l'heure actuelle, comme on n'est pas bien représenté, ne peuvent pas nous découvrir. Maintenant, je ne dis pas que tous les livres sont bons à aller en librairie.
Par contre, tous les livres sont bons à lire en numérique. D'accord. Et puis nous, c'est encore différent. Nous, ce qui les demande, bon, même si on a une demande au niveau du MM, là, justement, dans un certain espace Leclerc, il faut pas rêver. C'est pas parce que nous sommes au XXIe siècle que le mariage homosexuel est autorisé, qu'on va ouvertement aller mettre en rayon de l'homo-romance. On n'est pas aux États-Unis, où aux États-Unis, tu as plus forcément de librairies spécialisées. Ici, à Paris, il y en a qu'une véritablement spécialisée, qui sont les mots à la bouche. Mais entre apprécier, enfin, lire, je veux dire, aimer, apprécier de la romance homosexuelle et afficher ouvertement dans un rayon le livre, même si la couverture est soft, tu as une grande marge. Tu as une grande... Et il faut un petit peu plus de temps que ça pour je suis même pas sûre que ça arrivera vraiment. Je suis même pas sûre. Il suffit d'avoir une couverture très suggestive. Voilà. Alors c'est ce que j'allais te dire. Tu ne la mettras pas en rayon. Voilà. Le travail se fait sur la couverture maintenant, parce que moi j'ai vu en rayon des couvertures de MF traditionnelles qui sont carrément torse nu, voire pliées. Mais là ça va pas choquer les gens. On est bien d'accord. Donc, c'était peut-être à nous aussi de faire des couvertures où tu ne mets pas, même si on n'a pas cette mentalité, où tu ne mets pas 2 hommes, où tu ne mets pas un titre suggestif. On est bien d'accord. Et peut-être qu'effectivement, ces livres, tu les trouveras facilement en rayon. C'est à nous de faire peut-être la démarche. Malheureusement, c'est nous qui allons devoir nous adapter, je pense. Et pas le contraire. Parce qu'on a beau dire qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, si la couverture ne plaît pas, on ne tourne pas pour voir le résumé. Mais ça, c'est une réalité en papier et en numérique aussi. Tout à fait. Sauf qu'en numérique, on ira plus facilement parce que on peut aller au-delà. C'est-à-dire que sur Amazon, on va pouvoir avoir un extrait, on va pouvoir lire quelques pages et se faire une idée. Mais si la couverture ne plaît pas, on est sûr que le livre ne se vendra pas. Oui, c'est vrai que c'est un gage de qualité important. Même si derrière, l'histoire est géniale. À l'inverse, si on a une couverture magnifique et que l'histoire à l'intérieur est pas terrible, elle va se vendre quand même. Elle se vend quand même. Le livre se fera peut-être descendre après par les lectrices, mais ils vont acheter le livre sans vraiment... En fait, juste pour la couverture. Juste pour la couverture. Mais par contre, le vécu après, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été lu, qu'il a été critiqué, en l'occurrence peut-être négativement, là, ça sera la chute complète. Ce qui est le contraire, avec une couverture qui est peut-être moins attractive, mais si le livre est bon, le bouche à oreille des lectrices est énorme. Il peut aller très très loin. Quand il a fait le tour de la communauté, c'est-à-dire Amazon, Goodreads, Booknode et les réseaux, faut pas oublier Twitter, faut pas oublier Facebook, tu as un livre qui va se faire découvrir. Nous avons eu le cas pour un dark qu'on pensait pas du tout, qui est très, très, vraiment ce qui est très, très dark. C'était un challenge. Et finalement, le bouche à oreille a fait plus que simplement, que tout, quoi. Mais de toute façon, moi, contrairement à toi, où tes lectrices, tes auteurs sont connus, peut-être internationalement, moi, ce sont que des lectrices, des auteurs nouvelles sur le marché, qui n'ont jamais rien publié. Donc, quand un livre marche, c'est vraiment que les réseaux ont fait leur travail, on va dire, ont encensé le livre. Parce que, justement, comme tu disais en introduction, on n'est pas bien représenté. Les seules démarches qu'on a, ça va être les réseaux sociaux, le bouche à oreille, la mise en avant par les chroniques, par les commentaires que vont faire les lectrices sur Amazon, qui vont faire que le livre va être mis en avant. Et c'est les seuls moyens qu'on a à l'heure actuelle pour se faire connaître. Et si un livre marche, c'est vraiment parce qu'il le mérite, contrairement à d'autres livres de grands auteurs très connus qui vont marcher parce qu'il faut qu'ils marchent, quoi. D'accord. C'est une bonne transition pour parler après de l'aspect communautaire. Donc merci. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après. Avant de continuer notre épisode, je voudrais adresser 2 remerciements à ceux qui ont rendu ce podcast possible. D'abord, 7Switch, la librairie numérique indépendante qui produit Caps Lock. C'est aussi là que je travaille. Sur 7Switch, vous trouverez le livre qu'il vous faut, ainsi qu'un système pour envoyer automatiquement vos livres sur votre Kindle, ou encore un système d'affiliation pour devenir vous-même vendeur de livres numériques auprès de vos amis ou de vos fans, et toucher ainsi une commission sur chaque vente. L'adresse, c'est 7switch.com. Ensuite, je voudrais vous parler de Hardigan, un label de livres audio qui est produit ici, à l'endroit où on enregistre ce podcast. Ce sont des professionnels du livre audio et ils mettent à notre disposition leur
beau studio et leur expertise. Ils savent très bien raconter des histoires, alors si vous avez envie d'aller écouter un livre en voiture, dans le métro ou dans votre salon pendant que vous tricotez, allez faire un tour sur hardigan.fr. Le premier livre audio est gratuit. Maintenant, on va parler d'un autre nerf de la guerre pour Erato et pour Juno, qui sont vos communautés respectives. Vous êtes toutes les deux suivies par une communauté de fans qui connaissent bien vos marques, ce qui est quelque chose d'assez rare dans l'édition pour être souligné. Ce sont des personnes qui vous suivent parfois depuis le début. Valérie, comment expliquez-vous que Juno Publishing soit une marque reconnue auprès des amateurs d'homo-romance ? C'est très simple, il y en a très peu. Oui. C'est encore plus simple que ça. Et il y en a très peu, et sur le marché, on doit être... Écoutez, c'est simple, j'ai quand même tout cité, on va pas faire de différence. Vous avez Dream Spinner, les premiers à être arrivés sur le marché. Vous avez donc Juno, MXM Bookmark, Rainbow. Seed à plus petite échelle. D'accord ? Donc ça fait 5. Oui. Forcément, la communauté d'électrices étant très demandeuse, elle va suivre régulièrement. En plus, peut-être chez nous, ce qui les attire, c'est que on a tous les genres. On n'a pas déjà, on a la particularité, on n'a pas de collection chez nous. Je veux dire, pour nous, une romance est une romance, d'accord ? Donc, on fait tous les genres. Vous pouvez trouver aussi bien du MM, de la romance contemporaine, de la beatlit, du fantastique. On a de la science-fiction. On a tous les genres représentés. Elles savent qu'elles viennent sur notre catalogue. La lectrice de MM, je parle. Oui. Elle peut trouver tout ce qu'elle veut. Elle a le choix. Et en plus, les ménages. Oui. Et même, je pense il y en a pas beaucoup en dehors de DSP qui le fait. Donc, elle nous suit régulièrement. Elle sait qu'elle va pouvoir trouver aussi des romances beaucoup plus profondes. On a publié une auteure, Le Chemin d'Espoir, d'une auteure israélienne, qui est une histoire magnifique. Et elles savent qu'elles peuvent trouver ce genre de choses. Elles vont aussi trouver des nouvelles, beaucoup plus light, qui vont leur faire passer une petite heure, mais elles ont leur couple là préféré sans problème. Voilà. Elles savent que chez nous, c'est la diversité. D'accord. Maintenant, j'ai une question pour toutes les deux. Comment faites-vous, chacune, pour entretenir la confiance de vos communautés ? Comment faites-vous pour que les gens continuent à... La franchise. Franchement, la franchise, parce que on n'a pas de langue de bois chez nous. Une mauvaise critique, ça n'empêche pas qu'on va quand même la partager. Bon, attention, il faut que ça soit le constructif, parce que la mauvaise critique sur notre page, il y en a qui nous mettent des critiques en disant ouais, ce livre est nul. Non, moi, je veux qu'on me dise, ce livre est nul, pourquoi ? Et puis, un livre est nul pour certaines personnes et pas pour d'autres, d'accord ? Et sinon, c'est parce qu'on est franche. C'est-à-dire qu'on a eu un gros raté. Effectivement, j'ai fait une grosse erreur, je reconnais amplement, le mauvais fichier. Et on l'a mis tout de suite quand on s'en est rendu compte. D'ailleurs, on s'en est rendu compte très très vite, avant même d'avoir de retour. On l'a dit. On s'excuse et on fait tout de suite le nécessaire et on remet le bon fichier. Mais ça, parce que les gens vous suivent, ils peuvent voir l'origine, puisqu'ils vous suivent sur Facebook, et puis, par exemple. Et on acceptera toujours. Je veux dire, une lectrice qui va nous dire tiens, je pense que vous êtes trompé, il y a ça ou ça, vous avez fait une erreur. Et dans l'immédiat, on le note déjà et on change de fichier tout de suite. D'accord. C'est la franchise. On fait une erreur, on a un retard, on a quelque chose qui va pas, on va l'annoncer, on le dit. Et la disponibilité aussi, du coup, parce que vous êtes réactive, vous essayez au maximum d'être réactive quand c'est possible. On essaye à 3 d'arriver à être réactive. Oui, c'est vrai. Vous gérez toutes les 3 vos communautés ? Oui, tout à fait. Donc vous avez une page Facebook ? On a une page Facebook, on a Twitter, grâce à Mywen qui est la pro, Instagram. Voilà. Et Instagram. Instagram, oui, moi je pense. Ça, c'est moi tout craché. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est Mywen qui est notre super, comment on pourrait dire ça, gestionnaire. Ouais, c'est elle. Voilà, gestionnaire. Couteau suisse. Voilà, exactement. Et oui. Mais on répond, oui. Et puis surtout, on prend le temps de répondre. Toute question, toute demande sur notre page ou quel que soit, on répond. D'accord. Même par mail, j'y reçois tout le temps des mails, des questions de lectrices, quand on sortira, on a toujours la franchise de répondre. On laissera jamais une lectrice sans réponse. D'accord. C'est, je pense, un minimum de correction vis-à-vis d'elle. Parce que s'il n'y avait pas les lectrices, on n'existerait pas. Oui, bien sûr. Donc la franchise et la réactivité. Et vous, Eva ? À l'inverse, moi, je ne m'occupe pas des réseaux sociaux. D'accord. Gérant tout le reste, je n'ai pas le temps d'aller voir. Donc j'ai quelqu'un que vous êtes vous êtes seul sur la partie édito, mais vous avez quelqu'un qui vous aide au niveau des à la limite je vais aller poster un article parce que je connais le tenant et l'aboutissant, mais je ne vais pas après faire le suivi. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre pour moi. Donc c'est vrai que par contre moi, il peut m'arriver de sauter les questions parce que
voilà, comme en ce moment, il y a la préparation du salon, on a la tête dans le guidon et on la lève uniquement pour aller dormir 1 heure et encore parce qu'on s'y oblige. Mais sinon, voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et c'est vrai que c'est la diversité, l'interaction. Oui. Et puis, parce qu'elles savent que quand elles prennent un livre, que ce soit chez moi ou chez toi, je pense, elles seront pas déçues. Elles savent que leur livre, même si, parce que nous, oui, on a eu beaucoup de ratés. Parce que nous, oui, on a eu une correctrice qui a fait un peu ce qu'elle a voulu. Et même ça vous a porté préjudice. Beaucoup. Même si à l'heure actuelle, j'ai fait reprendre tous mes livres du début. Tous. Et je les ai tous repris, tous recorrigés, tous remis en page. Vous-même ? Oui. Enfin, corrigé, non, c'est pas moi. Hein. J'ai repris notre correctrice. Ouais. J'ai tout repris. On a repayé une correctrice. On a refait tout le système. Justement, parce qu'on prend en compte toutes les critiques, toutes les remarques. On les prend à cœur. Bien sûr. Oui. Surtout quand on estime avoir fait le nécessaire, on prend tout à cœur et on reprend du début et on se remet toujours en question et on doute. Toutes les semaines, on doute. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et qu'est-ce que je vais faire pour que mon auteur soit satisfaite ? Et comment je vais faire pour la faire connaître mieux ? Comment je vais sortir de cette communauté ? Comment faire pour élargir notre communauté, pour se faire mieux connaître, pour se faire apprécier ? Voilà, on est tout le temps en remise en question. Et je pense que c'est ça que les lectrices apprécient, c'est qu'on n'est jamais figé sur ce qu'on a et sur nos acquis. On est toujours en train de tourner et de virer pour être toujours au top, toujours faire mieux et toujours faire original. Oui, c'est la recherche. En fait, c'est sans arrêt. En fait, on anticipe, on cherche ce qui pourra plaire. C'est ça. Pas dans 1 an forcément ou dans 2 ans, parce que nous, notre planning est déjà prêt. Dans notre tête, je vous rassure. Et déjà prêt, on doit avoir de quoi publier jusqu'à 2000. Je crois que Jeanne m'a dit jusqu'en 2021, voire plus. Ah donc oui, c'est énorme. Il y a de la réserve. On en revient à la même chose de tout à l'heure. C'est qu'on a fidélisé, je veux dire, des auteurs qui ont commencé, qui nous ont fait confiance tout le début, qui continuent à écrire, qui forcément souhaitent toujours être publiés en français par nous. Donc ça a grandi. Et puis elles nous envoyaient leurs amis. D'autres auteurs sont venus, oui, mais ça elles grandit publient comme aussi. ça. Oui. Donc forcément, voilà. Et vous publiez des sagas avec plusieurs tomes. Ah oui. On a là. Et alors on s'est mis à un point d'honneur. Alors là, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsqu'on commence une série, on essaye de pas laisser plus de 3 et 4 mois entre chaque tome. D'accord. Et on publiera chaque tome, même si il ne se vend pas. Ah oui. Bon, jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. Ah, mais c'est un respect pour l'auteur qui nous a fait confiance, c'est un respect pour la lectrice qui, elle, parce qu'il y a quand même des lectrices. C'est pas parce qu'il y a 200 lectrices qui lisent cette série qu'il faut pas leur donner la fin. Ouais. Et on le fait jusqu'au bout, même si on perd dessus de l'argent. Et on l'a déjà fait, on le fait. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des plus gros éditeurs qui se font reprocher d'arrêter, on le fait par d'arrêter passion, les sagas. ou on respecte, ou on ne le respecte pas. Moi, c'est en tant que lectrice. Bon, c'est vrai que j'ai la chance de lire en anglais, d'accord. Je suis pas vraiment pénalisée. Mais quand je vois ce qui s'est passé dernièrement, ces lectrices qui ont acheté des séries entières, enfin des séries, et qui se le retrouvent au 10e tome, on leur dit « Ah ben non, on le fera plus, on arrête la collection ». Mais moi, je trouve ça irrespectueux. Donc, c'est une part chez nous, et c'est une chose dont on est très fiers. On finira toujours la série, même s'il y a 25 tomes. Bon, c'est rare, hein. Attention, on va pas signer une série de 25 tomes. On en a une. Ouais. C'est une série de cow-boys, celle de Sable Hunter, qui chaque année continue. À l'époque, quand on a signé avec elle, on ne savait pas qu'elle allait continuer à écrire là-dessus. Donc, elle a 24 tomes. Et heureusement. 24 tomes. Oui. Mais il marche bien? Oui, c'est de la romance cow-boy érotique, ils sont très sympas. Alors je vous dis pas que c'est de la grande littérature, mais on a un lectorat dessus, donc ils sont super ravis. Bon, c'est d'accord, mais c'est une exception. Il est clair que on ne laissera jamais tomber une lectrice, donc jamais tomber une série. Et on en a beaucoup qui sont en route, et puis voilà, donc de fil en aiguille. D'accord. Mais je pense que tu es comme ça, non? Mais quand tu fais des one-shots, toi? Ouais, je fais beaucoup de one-shots. En fait, je me suis essayée sur certaines sagas, et c'est vrai que parfois, les auteurs n'ont pas envie de la finir. D'accord. Et c'est vrai que ça pénalise la lectrice et j'avoue avoir maintenant beaucoup de réticence à publier des sagas. Et c'est d'ailleurs, j'ai même récemment modifié une clause du contrat en disant que toute saga commencée sera achevée rapidement, même si par exemple, si elle est prévue sur 3 tomes, même si le 3e tome, elle ne veut pas le faire, elle devra mettre une fin sur le 2e. Pour que la lectrice
ne s'estime pas flouée parce qu'elle a investi du temps, elle a investi de la passion. Et c'est vrai que quand on se retrouve face au problème, à se dire mais mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant, puisqu'elle veut pas écrire, je peux pas la forcer, puisque je peux pas écrire à sa place. Donc à un moment tu te dis bon puis en plus, et puis derrière tu te fais critiquer alors que malheureusement tu n'y es pour rien. L'auteur n'a plus d'imagination, n'y arrive plus, un problème dans sa vie et donc elle n'a plus le temps, elle n'a plus la passion, elle n'a plus la flamme pour cette série où elle est passée à autre chose et tu te retrouves et tu vois, c'est peut-être la chance qu'on a en tant que petite maison d'édition, c'est qu'on a cette liberté. Oui. Parce que la grande maison d'édition, toutes les maisons d'édition vont avoir cette contrainte commerciale. Elles ont du personnel, elles ont beaucoup de choses derrière, elles sont obligées d'avoir un certain chiffre d'affaires. Nous, à notre échelle, on a cette possibilité déjà de faire par plaisir, de choisir ce qu'on veut publier et de pouvoir faire plaisir aux lectrices. Et effectivement, c'est une liberté. Oui. C'est une liberté qui est une souplesse qui est plus difficile, inégalable. Parce tout à fait. Parce que on peut se permettre. On a une ou deux séries. On peut se permettre un loupé. Voilà. Mais j'appellerais pas ça des loupés. À partir du moment où tu as choisi un livre, c'est pas un loupé pour moi. C'est ça, moi non plus. Ouais. Pour rester sur la question des communautés, mais là plutôt côté écriture communautaire, avant de commencer à enregistrer, on parlait de Wattpad. Oui. Donc, qui est pour nos auditeurs qui l'ignorent une plateforme d'écriture communautaire sur laquelle les lecteurs peuvent influencer l'écriture de l'auteur en votant ou en commentant son œuvre en cours d'écriture. Qu'est-ce que, comment, en tant qu'éditrice, Eva, par exemple, comment est-ce que vous voyez la plateforme Wattpad et est-ce que vous avez déjà vous-même publié un auteur qui vient de Wattpad ? J'ai quelques auteurs Wattpad et je vous avoue que je reste très sceptique avec cette plateforme pour la simple raison que un auteur va commencer à écrire, mais après, elle va être tellement influencée par ses lectrices et les commentaires qu'elle ne va plus écrire par plaisir, mais pour faire plaisir. D'accord. Donc, elle va se perdre. Et elle va partir un petit peu n'importe où et n'importe comment. Elle perd le fil conducteur. Voilà. Vous avez les premiers chapitres, sont ceux qu'elles ont écrits personnellement. Ils sont travaillés, retravaillés. C'est d'ailleurs sur ça qu'on juge un livre, parce que dès que vous ouvrez votre fichier, c'est les premières pages qui apparaissent. Mais après, vous avez eu les commentaires, vous avez commencé à avoir du succès ou pas, vous avez commencé à avoir des critiques positives ou négatives, et vous avez adapté votre écriture suivant les besoins et les envies de vos lectrices. Sauf que vos lectrices vous ont aimé sur vos premières pages. Et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le plus gros point noir que je vois sur les auteurs Wattpad. Elles n'écrivent plus par plaisir, mais pour faire plaisir. D'accord. Et du coup, ça fait que ce sont pas forcément des succès commerciaux une fois qu'ils sont publiés. Si, il y en a qui sont des succès commerciaux, mais il sera moindre parce que, déjà, si vous avez eu, je sais pas moi, 150 000 vues, c'est 150 000 vues. Elles vont pas racheter votre livre, elles l'ont déjà lu. Oui. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est un critère pour un éditeur de prendre quelqu'un qui a déjà été beaucoup lu ? Je ne pense pas, puisqu'il n'y a plus rien à découvrir, il n'y a plus rien à faire découvrir. D'accord. Valérie, est-ce que vous avez un avis sur les plateformes d'écriture communautaire comme Wattpad en tant qu'éditrice ? Non, parce que c'est pas du tout. Je veux dire, ça ne me viendrait même pas l'idée. Quelque part, ça me viendrait même pas l'idée d'aller chercher une auteure, mais c'est pas du tout non plus notre créneau, que ça soit, quel que soit le genre, que ça soit du MF ou du MM, puisque nous, justement, ce qu'on recherche, c'est quelque chose qui n'a pas été déjà vu et lu quelque part. Donc voilà. Maintenant, je peux concevoir qu'on choisisse. On voit une auteure sur Wattpad qui a écrit une bonne histoire, c'est peut-être un moyen pour les maisons d'édition d'attirer de la prendre avec ce fameux livre qu'elle a publié qui s'est vendu lu à 150 000 en se disant elle va nous réécrire quelque chose derrière et donc elle arrive avec déjà sa communauté de lectrices. Ça, je peux le concevoir, c'est une bonne politique. Je suis pas tout à fait d'accord parce que justement, elle va écrire dans l'objectif de ses lectrices. Elles ont l'habitude de travailler avec leurs lectrices. Elles ne savent plus. La plupart, attention, c'est pas une généralité. Et c'est là, tu vois, je pense que les maisons d'édition qui ont ouvert quasiment un secteur pour lire tout ça, elles cherchent celle qui, justement, elles détectent celle qui sera capable d'aller plus loin, de ne pas écrire que pour ses lectrices. Et certaines qui sont éditées maintenant, je crois, chez Hugo ou chez Milady, écoute, le succès pourtant au rendez-vous. C'est qu'elles ont pu écrire autre chose. Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, elles n'arrivent pas à concevoir qu'il y ait un autre
public que celui qu'elles ont rencontré sur Wattpad. Elles vont faire des rencontres Wattpad, elles vont faire des goodies Wattpad, elles vont faire des commentaires pour... oui, elles écrivent vraiment pour cette communauté-là. Pour cette communauté-là. Et après, elles sont surprises parce que, mais j'ai vendu ça, mais je n'ai que 300 suiveuses. Oui, et c'est ce que je trouve à l'heure actuelle qui est très dommageable avec Wattpad. D'accord. C'est qu'elle ferme, en fait, la vision de l'auteur au vrai monde de l'écriture. D'accord. Toutes les deux, vous avez beaucoup parlé de l'aspect communautaire, presque familial, de la manière dont vous gérez vos maisons d'édition. C'est quoi le revers de la médaille, Valérie? Les critiques. On est ouverte à toutes les critiques, à tous les vents. Oui, je pense que c'est ça. Et peut-être le fait, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai gardé une page personnelle, parce que sinon ça devenait parfois infernal, qu'elles se permettent, attention, je dis bien certaines lectrices se permettent de nous faire directement des réflexions, des familiarités qu'elles ne se permettraient pas. Tout à fait, qu'elles ne se permettraient pas, parce qu'on a peut-être laissé un peu trop non, pas du tout de distance, plutôt ça serait ça, entre nous et elles. D'accord. Alors, c'est très peu. Franchement, c'est très peu. Et heureusement. Et dans ces cas-là, finalement, on finit par essayer soit on leur explique gentiment à MP il faut quand même garder un certain respect, soit on leur répond plus. Ouais. Voilà. Même si c'est constructif, parce qu'on rectifie toujours le tir. Mais même si c'est constructif, tu prends quand même la critique. Et certaines sont très virulentes. Ouais. Elles sont alors c'est une communauté. Alors c'est vrai qu'elles sont très virulentes, mais alors on a le droit à la critique. La seule chose qu'on demande, c'est que même si on nous critique, il y ait toujours la correction. Nous ne sommes pas parfaites, loin de là. On travaille pour essayer d'améliorer les choses, mais on n'est pas parfaite. Donc on nous fait une critique directement. Ça nous posera aucun souci à partir du moment où il y a la correction. Et tu prends du recul et tu en fais moins. Et tu te dis de toute façon, quoi que je fasse, ça sera critiqué ou copier. Et... Exact, j'avais pas pensé à celle-là. Bravo. Le mot de la fin, donc on l'a dit, vous serez sur le Salon du Livre de Paris. Donc ça commence la semaine prochaine, le 16 mars. Vous y serez? Quel stand? Qu'est-ce qui est prévu sur vos stands? Alors, Valérie? Nous, U41, alors beaucoup de dédicaces. On a la chance d'avoir des auteurs comme Gareth Lace pour le MM, Cambria Herbert, Karadi aussi pour le MM, Natacha, Aurore. On a énormément. Mathias Pessagan, auteur, un garçon français, et beaucoup de dédicaces. Je pense on va avoir un petit concours, puis on va penser à celles qui ne peuvent pas se déplacer. D'accord. Eva? Nous, on sera au T54. Pareil, on a énormément de dédicaces, 25 auteurs présents, une rotation assez importante, même si pratiquement tous les auteurs sont bien représentés le samedi, ils seront tous là. On a prévu pas mal de surprises pour nos lectrices. On a réservé un petit coin spécial pour qu'elles aient des petits souvenirs assez originaux. D'accord. Et on espère vraiment que les communautés qu'on rencontre tous les ans seront au rendez-vous, viendront nous faire coucou, auront toujours autant le sourire parce que c'est leur moment, c'est le nôtre aussi, et je pense que c'est vraiment le moment le plus important de notre année, c'est Livre Paris. D'accord. Caps Lock, c'est fini pour aujourd'hui. Eva, Valérie, merci beaucoup d'être venue pour participer au tout premier épisode de notre podcast sur les métiers du livre. À toi. Ça m'a fait très plaisir de vous accueillir. Merci aussi à tous nos auditeurs. Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Twitter et Facebook @podcapslock et vous abonner à notre chaîne YouTube, sur iTunes ou bien en ajoutant notre flux RSS sur votre application de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines émissions. Tous nos liens seront affichés sur le blog de Seven Switch. L'adresse c'est blog.sevenswitch.com. On affichera aussi les liens de nos invités. Dans le prochain épisode, nous accueillerons 2 diffuseurs qui viendront parler commercialisation du livre papier et numérique. On se donne rendez-vous le mois prochain dans Caps Lock. À bientôt.